Madame la Présidente, Madame la Ministre, sehr geehrter Rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues rapporteurs, mes chers collègues. Le vote de l'article relatif au prélèvement sur recettes est toujours un moment un peu particulier de l'examen du projet de loi de finances, puisque de par la nature pluriannuelle des négociations budgétaires communautaires, c'est le moment d'un constat plutôt que celui d'un choix. Comme vous le savez, la contribution française au budget de l'UE sera cette année de 21,515 milliards d'euros, en augmentation par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est partagée entre les différents États membres et reflète la montée en charge tardive de la politique de cohésion. Elle alimente notamment des politiques résolument tournées vers nos citoyens et nos entreprises, avec le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, le programme Erasmus+, ou encore l'initiative pour l'emploi des jeunes. L'exercice budgétaire qui nous occupe revêt cependant une importance toute particulière cette année. En effet, le budget pluriannuel européen, le CFP, arrive à son terme et les discussions sur son successeur, qui couvrira la période 2021-2027, sont déjà bien engagées. C'est au niveau européen qu'il faut trouver une solution. Combien de fois, mes chers collègues, ai-je entendu cette phrase ou cette expression ? Dans cet hémicycle, au coin d'une rue, à la table d'un bistrot. Le réchauffement climatique, la solution est européenne. Une crise financière, l'extincteur est à Bruxelles. Le défi migratoire, l'Union n'en fait pas assez. Et pourtant, le budget européen reste équivalent à 1% de notre richesse collective, c'est-à-dire désespérément inadéquat pour être en mesure de remplir les objectifs que nous lui fixons. C'est notre paradoxe européen. Beaucoup s'accordent à demander à notre Union des solutions aux grands défis de nos temps. D'autres lui font le procès de son manque d'efficacité, omettant de façon mystérieuse que ce sont les États membres, c'est-à-dire nous-mêmes, qui en sommes les éléments principaux. Et pourtant, rares sont ceux qui sont prêts à lui accorder, à lui donner les véritables moyens des politiques publiques que nous lui demandons d'assurer. C'est l'enjeu de la discussion budgétaire qui s'ouvre. Pour être à la hauteur de nos ambitions, nous ne pouvons plus nous satisfaire d'un budget européen équivalent à 1% du RNB, et celui-ci doit opérer une triple transformation. Tout d'abord, en s'appuyant sur de véritables ressources propres, c'est-à-dire en revenant à la genèse du budget européen, qui était, ça a été rappelé plus tôt, financé majoritairement par les droits de douane. La part majeure de la ressource RNB nous enferme dans une logique mortifère du juste retour pour chaque État membre. Or, cette logique du juste retour est une absurdité, parce qu'elle ne prend pas en compte les bénéfices de la participation à l'Union européenne, bénéfices qui deviennent chaque jour plus évidents au Royaume-Uni à l'heure du Brexit. Cette logique voudrait voir notre pays mesurer l'utilité de ses contributions à des organisations internationales à l'aune de la seule contribution financière. Faudrait-il quitter les Nations Unies parce que notre contribution financière nette y est de 122 millions d'euros, ou l'OMC, parce que nous contribuons à son financement également, ou encore le Comité international de la Croix-Rouge, pour laquelle la France participe à hauteur de 7,5 millions d'années. Non, mes chers collègues, la logique du juste retour n'a qu'un ancêtre, l'isolationnisme, et qu'un descendant, le juste partage de la misère humaine. Un budget véritablement européen doit donc s'appuyer sur des ressources propres conséquentes. Et j'en prendrai ici deux exemples. Les travaux pour une nouvelle assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés doivent aboutir, absolument. Nous ne pouvons plus tolérer une Europe du dumping fiscal, mais nous devons, au contraire, favoriser une véritable convergence fiscale et sociale pour ne plus subir la concurrence déloyale. Un taux d'appel de 3% sur cette nouvelle assiette permettrait d'affecter 12 milliards d'euros supplémentaires par an à l'Union européenne. La Commission propose également de s'appuyer sur des recettes fondées sur le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, qui abonderait directement le budget de l'Union à hauteur de 3 millions d'euros, tout en renforçant une politique publique qui s'attaque au plus grand défi de notre siècle, le réchauffement climatique. La deuxième transformation nécessaire du budget, la plus technique sans aucun doute, mais qui est tout aussi importante, c'est son fonctionnement de bout en bout. On en a parlé plus tôt et comme vous le savez, le prochain cadre financier pluriannuel définira les priorités concrètes de l'Union pour les 7 ans à venir. À ce titre, il est essentiel que le budget européen reflète le résultat du vote des élections européennes et qu'il soit ainsi finalisé après mai 2019. Un choix politique de l'ampleur du budget européen requiert un véritable débat démocratique.
Il est fondamental de rendre aux citoyens leur voix sur le budget européen. Si le CFP est bouclé avant la tenue des élections européennes, quelle réalité cela renvoie-t-il de l'Europe? Une Europe peu démocratique, lointaine, technocrate, dont les décisions sont prises à l'avance, sans la participation des citoyens. Les Français doivent pouvoir s'exprimer sur l'avenir de l'Union européenne. Quelle Europe veulent-ils? Posons-leur d'abord la question. Sécurité collective, protection de nos frontières, agriculture, transition écologique et numérique, emploi et investissement, ce sont autant de choix sur lesquels les Français doivent pouvoir s'exprimer à niveau européen. Beaucoup l'ont déjà fait, particulièrement avec vous, Madame la Ministre, lors des consultations citoyennes. Il faut à présent que leur vote puisse compter et être traduit dans le prochain CFP. Qui plus est, et Monsieur le Président de la Commission des Finances, vous l'avez mentionné, il est impératif que le CFP soit doté de mécanismes favorisant une plus grande flexibilité budgétaire. Voter un budget sur 7 ans permet de donner un horizon à long terme, mais il est essentiel de pouvoir procéder à des ajustements en cours de CFP afin de faire face à des situations d'urgence. Qui peut prétendre savoir ce qui adviendra en 2025 ou en 2027? Il faut que l'Union européenne puisse réagir rapidement en cas de crise ou d'événements imprévus. Pour cela, elle a besoin d'un budget plus flexible, lui garantissant une marge de manœuvre plus importante. Donnons-lui la flexibilité dont elle a besoin pour être plus résiliente. L'efficacité retrouvée démontrera la valeur ajoutée européenne. Cette flexibilité est la condition de l'avènement d'une Europe qui prépare notre avenir et notre cortège. Finalement, d'éventuelles nouvelles ressources doivent appuyer le troisième axe de transformation du CFP, une augmentation réelle du budget européen pour qu'il soit à la hauteur de nos ambitions que nous fixons à l'Europe. Nous voulons une Europe de la recherche, de l'innovation, de la formation, dans laquelle tous les jeunes peuvent étudier, se former et travailler. Nous voulons une Europe souveraine en matière commerciale et réglementaire, à l'heure de l'émergence, que dis-je, de la consolidation des nouveaux géants du XXIe siècle. Nous voulons une Europe leader des énergies renouvelables, à même de créer les conditions d'une révolution industrielle verte pour créer de l'emploi tout en protégeant notre planète. Si nous voulons tout cela, donnons-nous les moyens. Il faut donner à l'UE un budget qu'elle mérite. Le départ du Royaume-Uni doit constituer une opportunité pour mettre fin au rabais budgétaire dont notre rapporteur budgétaire, comme notre rapporteur général, y est tant attaché. Un budget lisible et solidaire est un budget sincère. C'est la loi des reins à laquelle nous soumettons nos projets de loi de finances depuis juin 2017. C'est la loi des reins qui doit prévaloir au sein des institutions européennes. L'architecture budgétaire de l'Union doit respecter des principes simples, inscrits dans les traités, l'unité et la sincérité. Les citoyens européens doivent pouvoir comprendre ce que l'UE finance quotidiennement pour ne pas céder aux sirènes populistes et à ceux qui dénigrent ou jouent sur les peurs, faute de pouvoir proposer un autre projet. Nos compatriotes doivent savoir que l'Europe finance près de 300 millions d'euros de projets dans les Hauts-de-France, dont 137 millions dans le développement rural. Ils doivent également savoir que la même Union européenne finance la protection des calanques de Marseille et le pôle de recherche en cancer du pancréas de Marseille. En assumant son budget, l'Europe se rend à ses citoyens. Un budget européen rabougri, c'est une Europe timide, sans ambition, en retraite, aphone. Une Europe où certains sont d'autant plus amenés à oublier ces valeurs qui sont le sel de notre Union que celle-ci n'est plus en manière de satisfaire les justes attentes de nos concitoyens. L'état de droit, la liberté d'expression, la séparation des pouvoirs sont les garants de notre société. Et ce budget européen doit être clair. La condition d'une solidarité européenne, c'est le respect de ces valeurs qui nous unissent dans une communauté de destin. Mes chers collègues, Hemingway nous condamnait à la plus importante croisée des chemins de notre destin, à la fatalité de l'absence de signalisation. Nous ne pouvons nous y résoudre. Des prochaines élections européennes en 2019 dépendra la nouvelle majorité du Parlement européen et plus largement l'avenir de ce projet d'intégration européenne unique au monde et dans l'histoire que nos aïeux ont imaginé pour avoir vécu l'inimaginable et pour nous en protéger. Dans ce combat qui s'annonce, nous faisons un choix courageux, loin du choix de la facilité que choisissent les populistes de tous bords. Je le dis ici, il n'y a aucune contradiction entre une Europe souveraine, une Europe forte, une Europe intransigeante, une Europe protectrice et une Europe bienveillante. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, la refondation de l'Europe passera par une redéfinition de son projet, de son budget. Le futur budget devra être lisible, ambitieux et assumé pour être véritablement démocratique et européen. Merci.